Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 420e édition de la série hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 420e édition de la série, nous avons retenu pour thème finances, budget et marché des valeurs mobilières. Un titre qui peut susciter le doute, peut-être la confusion chez certains. Puisque nous sommes au cours du mois de septembre, le dernier mois de l'exercice fiscal, et nous attendons aussi un nouveau budget pour l'exercice 2020-2021, donc nous consacrons ce mois de septembre au budget. Et c'est à juste titre que nous avons comme invité un homme de l'art, quelqu'un qui s'est investi pour la mise en place, pour la promotion du marché des valeurs mobilières. Quelqu'un qui pratique la finance et qui est, depuis plusieurs décennies en Haïti, en train de faire ce travail. C'est ardu. Le fait avec beaucoup de courage. Eh bien, ce professionnel qui partage le plateau avec moi, je dirais même qu'il fait partie du corps des consultants nationaux bénévoles, c'est-à-dire ces professionnels indépendants qui interviennent de manière à éclairer le grand public sur les domaines de leurs compétences. Je veux citer M. William Savary. Monsieur Savary, bienvenue à notre émission. Monsieur Payan, merci de m'avoir invité. Je vous salue, je salue Télé Guinée, je salue OCPA Magazine et nos téléspectateurs et téléspectatrices et internautes. Merci encore pour votre disponibilité. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, nous vous rappelons que l'Ordre des comptables reçoit des inscriptions en son local de 9h à 4h PM. L'Ordre organise aussi des cours de formation sur mesure pour les professionnels, les chercheurs
Et l'ordre tient une conférence annuelle sous le label Jeudi mensuel de l'expert comptable. Cet événement a lieu à chaque dernier jeudi du mois. L'ordre invite tous ses membres aussi à rester en contact avec le secrétariat pour se renseigner sur les nouvelles activités de la corporation, notamment la participation à des événements internationaux organisés tant par la FIDEF, la Fédération internationale d'experts comptables francophones, par l'Association interaméricaine de comptabilité et aussi par l'IFAC, la Fédération internationale des comptables. À chaque émission aussi, nous apportons aussi quelques éléments d'information. Au cours de cette émission, nous vous rappelons que l'organisation professionnelle dénommée IIA, qui est l'Institut des auditeurs internes d'Haïti, lié à l'IITA international, IA international, dans le cadre de son programme de formation continue, programme ouvert tant au public qu'à ses membres, eh bien, l'IIA organise un séminaire les 17 et 18 septembre 2020 sous le thème « La fiscalité des entreprises, contraintes administratives et professionnelles ». Pendant 2 jours, les professionnels, tant de l'IIA, de l'Institut, de l'Ordre des comptables, d'autres organisations professionnelles, les chercheurs, les étudiants, eh bien, pourront se renseigner sur la fiscalité des entreprises en Haïti. Pour l'inscription, eh bien, c'est à vous de contacter l'IIA en Haïti. Et à cette émission qui se déroule sur finances, budget et valeurs mobilières, eh bien, nous aurons cette émission en 2 parties. La première partie de l'émission sera consacrée à la compréhension de la volatilité du change. Vous savez pertinemment qu'il y a plusieurs monnaies en circulation, des opérations de change. On importe, on fait les transferts, le correspondant de celui qui en achète est dans un pays qui a une monnaie différente. Donc, il y a, je dirais, cette interaction entre les différentes monnaies parce que c'est ça le commerce international. Alors, depuis quelques jours, nous assistons à la volatilité du change. À certains moments, c'était dans le sens de la hausse et depuis quelques jours, c'est, je dirais, une chute. Je ne dirais pas vertigineuse, je ne dirais pas ça. Mais voir la dévaluation, voir la dépréciation, c'est la différence entre dépréciation et dévaluation. Nous parlons de dépréciation et non d'évaluation. Donc, voilà que la monnaie a perdu plus de 20 points par rapport a gagné 20 points. Bon, ok, on peut dire gagner 20 points. La goutte a gagné 20 points. Le dollar a perdu 20 points. Donc, pour avoir la lumière sur ce point, je dirais, d'actualité, nous allons d'abord poser la première question à notre invité, M. Savary, nous dire comment comprendre cette interaction entre les devises pour pouvoir mieux cerner la volatilité et l'appréciation d'une monnaie par rapport à une autre. Bon, merci infiniment pour la question. Je pense que c'est d'actualité. Mais au prime abord, je veux cerner une question clé. Le commerce international, effectivement, se fait selon les dictats du dollar. Le dollar dans notre région facilite le flot des marchandises et le flot du capital. Maintenant, en Haïti, depuis plusieurs années, je constate qu'il y a ce qu'on appelle le taux de référence au niveau de la Banque centrale, au niveau de la BRH. Mais ce taux de référence, c'est le taux qui est censé donner la direction, le niveau du taux de change. Alors que normalement, le taux de change devait être
établi non pas en fonction d'un taux de référence, mais plutôt en fonction de ce qu'on appelle de London Fix, où les intervenants sur le marché se réunissent et établissent à quel taux la monnaie serait échangée une journée pour une période de temps déterminée. En se servant des taux de référence, il faut un accord, un accord, ça veut dire qu'il faut quelque chose à laquelle on s'attache pour établir le taux de référence. Ce quelque chose à laquelle on s'attache peut être le prix à la consommation, peut-être le prix de la construction, mais il faut quelque chose où il y a des flux monétaires considérables qui déterminent ce taux de où les échanges à l'intérieur de ces activités-là déterminent le flux monétaire et le taux de change. Maintenant, lorsque le taux de change est plutôt énoncé par décret ou par circulaire au niveau de la Banque centrale, il y a quelque chose qui manque dans cette activité. Donc, il y a sur quoi se base la Banque centrale pour déterminer ce taux de référence. La chute vertigineuse du dollar actuellement sur le marché, ou si vous voulez l'appréciation de la goude, devrait indiquer que la Banque centrale, en observation sur le marché, a pu recenser des transformations rapides au niveau des prix à la consommation, soit au niveau de l'importation, soit au niveau de la production nationale ou au niveau de la construction. Mais ils doivent avoir un corps sur lequel ils se sont basés pour établir ce prix. Maintenant, ça ne peut pas être le prix à la consommation parce qu'en fait, une grande partie de notre consommation est faite de produits importés. Et on ne voit pas sur le marché une chute considérable des prix des produits importés. Maintenant, est-ce que la Banque centrale, dans la requête de données ou bien le recueil, le recensement de données, a pu identifier une augmentation de la production nationale qui a permis une décroissance dans la demande, une chute dans la demande des produits importés et qui leur permettrait de se servir de l'augmentation, du taux d'augmentation de la consommation nationale pour établir leur taux de référence. Ceci reste encore à déterminer parce que les données ne sont pas publiées. Maintenant, devrions-nous nous baser sur le taux le niveau des prix au niveau de la construction ou de la consommation de big items, les grands produits qui rentrent dans la manufacture, dans la production, etc. Ça non plus, on ne peut pas l'identifier. Pourquoi? Parce que ce sont des trucs qui arrivent, c'est après. Après, par exemple, les gens qui ont commandé il y a un mois, ont commandé avec un prix, avec une goutte très faible. Et pour compenser et se prémunir au cas où la goutte chuterait, les prix sont élevés. Ils revendent à un prix élevé. Pourquoi? Parce que si jamais la goutte chute, le prix élevé leur permettrait de renouveler leur stock. Mais on n'a pas observé, on n'observe pas plutôt une chute vertigineuse des prix des produits importés, soit au niveau de la consommation, soit au niveau des équipements lourds, pour justifier l'appréciation de la goutte dans les 3 dernières semaines. Donc, ce qui me donne beaucoup de doutes sur l'habilité de la Banque centrale pour continuer cette politique ou l'habilité de la goutte de la tendance plutôt à être renversée. Maintenant, autre chose qu'il faut dire, la Banque centrale a intervenu à 2 niveaux. Récemment, il y a eu une amende qui a été imposée à certaines banques pour des pratiques que la Banque centrale a jugées défavorables au grand public. Donc, et ceci, dans le langage dans lequel j'avais été entraîné, formé, ça s'appelle la moral suasion. Moral suasion, c'est-à-dire que l'autorité morale qui a intervenu et déstabilisé le marché et donné des inquiétudes aux gens, et les gens ne savent plus de quel côté se pencher au niveau de la politique à venir.
Donc pour ceci, les gens ils exercent un retrait sur le marché, soit un retrait soit sur la consommation, soit sur la demande, et ça peut établir un nouveau barème ou une nouvelle plateforme du taux de change. Donc, tout ceci pour vous dire que, quoique beaucoup de gens apprécient le fait que la goud a connu une appréciation, mais il y a aussi un certain élément d'intervention qui a eu lieu. Je crois que la Banque centrale est intervenue et a injecté 45 millions de dollars. Et récemment, le gouverneur a mentionné le fait qu'il serait prêt à injecter jusqu'à 150 millions de dollars dans le système financier. Mais il y a deux choses. Les 150 millions de dollars dont il fait référence correspondent aux 150 millions de dollars du projet de Taïwan qui est en train de rénover le grid de l'électricité en Haïti. Est-ce que Taïwan va leur donner 150 millions qu'ils vont garder dans la Banque centrale et qu'ils veulent servir pour intervenir? Ça, je le doute. Les 45 millions qui ont été injectés, il faut dire qu'il y a 4 grandes sociétés dans le pays qui rapatrient leurs profits régulièrement. Il y a la Digicel, il y a Natcom, il y a Brana, il y a Régie du tabac, comme il faut. Donc, et chaque 3 à 4 mois, ces entreprises rapatrient leurs profits et à ce moment-là, il y a une influence, ils exercent beaucoup d'influence sur le marché. Donc, tout ceci pris en considération, je constate effectivement qu'il y a eu une appréciation, mais je doute que les données sur lesquelles cette appréciation, les données qui sont évoquées ne peuvent pas durer. J'aurais préféré voir des mesures structurelles, des mesures qui favorisent le long terme et qui permettent plutôt à faire les prévisions sur le long terme. Donc, c'est de ce point de vue que je peux répondre à la question sur l'appréciation de la gourde comparativement au dollar dans les 2 dernières semaines. Très bien. Alors là, vous avez fait état d'un point, à savoir la monnaie, je dirais la monnaie marchandise. Savoir, et la monnaie représente, la valeur de la monnaie dépend de la quantité de marchandises en circulation. Après, ça, c'est, je dirais, l'approche monétariste lorsqu'on parle de la monnaie. Cependant, il reste certain, il y a un rapport d'offre et de demande. Alors, quantité de goud par rapport à quantité de dollars. Mais dans cette relation, je dirais, conjoncturelle, offre-demande, est-ce que vous ne pensez-vous pas que l'intervention de la Banque centrale a un peu calmé l'évolution, la dégradation, si vous voulez, et maintenant, passer de cette mesure conjoncturelle à la mesure structurelle, ce serait pratiquement comme une étape. Donc, cette situation-là, on souhaite qu'elle dure. Mais alors, avant de voir l'impact de ceci, aidez-nous à bien saisir, après, comment peut-on passer de cette situation transitoire, mesure conjoncturelle, à la mesure structurelle? Bon, premièrement, c'est vraiment le niveau de la réflexion. Parce que pour retourner rapidement, je vais faire un pas en arrière pour l'offre et la demande. On veut, moi personnellement, j'évite souvent à me servir de cette équation, l'offre égale la demande, où les prix sont en fonction de l'offre ou de la demande. Pourquoi? Parce que l'offre vient de quelque part et la demande vient de quelque part. Et l'offre, en général, ça dépend du coût de production. Donc, je préfère me focaliser sur le coût de production. Si le coût de production est à la hausse, la demande devrait être à la baisse. Si le coût de production est à la baisse et que la production, l'éventail de production est supérieur à la demande, donc là, vous avez des incidences sur les prix. Donc, c'est plutôt moi, personnellement, c'est ma position préférée. Quoique je concède que beaucoup de gens préfèrent l'équation l'offre-demande plutôt que l'équation coût et production, et coût et demande, et coût et pouvoir d'achat. Maintenant, pour la situation
la longévité de la décision, vous voulez, la stabilité. Je pense de préférence que j'aurais opté pour des mesures qui stabilisent le taux de change plutôt que des mesures qui favorisent des fluctuations sur lesquelles on ne peut pas, qu'on a des difficultés à faire les projections dans le futur. Parce que lorsqu'il y a stabilité dans les prix, stabilité dans les taux de change, les investisseurs, les hommes d'affaires, les consommateurs peuvent projeter sur le futur, peuvent projeter selon leur budget, selon leurs besoins, les décisions économiques à prendre. Okay? Donc c'est vraiment là que j'aurais préféré. Maintenant, en ce qui concerne les mesures qu'il faudrait prendre pour que la goude gagne du terrain ou apprécie en valeur, j'aurais préféré qu'on se concentre sur les mesures d'investissement. J'ai toujours fait la promotion de l'exploitation de nos mines d'or, de nos mines, de nos carrières, de l'expansion du commerce, la présence haïtienne dans la zone CARICOM, les négociations des contrats, des blocs commerciaux. Donc, j'ai toujours opté pour cette direction pour favoriser non seulement une appréciation de la goude, quoique je suis de l'école de pensée qui ne pense pas que la dépréciation de la monnaie va amener les investisseurs étrangers ou va augmenter l'exportation. Je ne suis pas de cette école de pensée. Je suis plutôt de l'école de pensée où la production devrait être le moteur de l'économie. Donc, s'il faut la production, il faut des investissements massifs à tous les niveaux et il faut des industries, il faut des entreprises, il faut des réflexions qui favorisent ce genre de résultats que l'on recherche. Donc, donc, je suis plutôt proactif, je suis plutôt un homme de l'investissement, je suis plutôt un homme du futur et je crois que toutes les frontières doivent être brisées. Et le capital nécessaire pour faire les investissements devrait être identifié. Par exemple, on a mentionné tout à l'heure la notion de la stabilité de la monnaie. Aujourd'hui, au niveau universitaire, parmi les académiciens dont je suis membre, les associations professionnelles à l'extérieur d'Haïti dont je suis membre, donc, il y a toute une nouvelle réflexion qui se fait au niveau de la monnaie. C'est ce qu'on appelle no monetary theory. C'est vraiment la quantité de la monnaie n'est plus identifiée comme étant responsable du taux d'inflation, mais plutôt que la quantité de la monnaie devrait servir de base pour vraiment financer l'investissement, financer la croissance économique. Donc, à ce niveau, on va avoir différents courants parce que, en général, en Haïti, il y a le financement du budget qui se fait à travers les bons du Trésor, qui se fait à travers la BRH, les bons de la BRH, mais qui finance le fonctionnement de l'État. Alors que ce dont nous avons besoin, c'est vraiment un financement du budget d'investissement de l'État. Alors là, l'État deviendrait plutôt un État qui intervient dans l'économie, qui intervient dans la production, qui intervient dans les investissements et qui identifie les filiales des secteurs qu'on aurait voulu viser. Donc, vous avez fait état du fait que la volatilité du change a aussi des effets négatifs, parce qu'on ne peut pas prévoir et ceci crée un inconfort tant au niveau des investisseurs que des agents économiques en général. Mais alors, mis à part cet élément, donc certes, les réserves de change sur les données de la Banque centrale sont de l'ordre de 650 millions de dollars, et ce qui en principe voulait dire que 150 millions de dollars représentent un pourcentage assez important par rapport aux réserves de change dont dispose la Banque centrale. Cependant, cette mesure-là a produit ses effets. Très bien. Donc maintenant, puisque nous avons ceci comme effet. Mais si j'interviens un petit moment, oui. Avec 600 millions de dollars, ça veut dire qu'ils peuvent injecter 150 millions de dollars 4 fois. Après, qu'est-ce qui arrive? Non. Là, voilà. Donc, je vous pose la question à savoir,
En dehors de ce côté, des côtés négatifs, ce qui en principe affecte également le comportement des agents économiques, donc certains, c'est-à-dire, il n'y a plus d'anticipation négative maintenant. C'est l'effet inverse maintenant. Non, mais ce qui se passe, c'est que les gens, ils font un retrait du marché. C'est ça. Et le retrait du marché, c'est dans l'attente de savoir qu'est-ce qui va se passer, quelle est la prochaine étape. Maintenant, ça n'encourage pas les décisions d'investissement. Oui. Parce que ça simplement, ça mêle de l'incertitude. Parce que personne ne va investir dans un milieu incertain. Personne. Donc maintenant, comment peut-on, je dirais, calmer le jeu? Maintenant, je pense plutôt que nous devrions entamer le sujet, saisir le sujet par les cornes, vraiment, et commencer à réfléchir autrement. Parce que là, nous avons les mêmes réflexions depuis 40 ans. Donc, je pense qu'il faut sortir de cette boîte, il faut réfléchir différemment. Il faut commencer par exemple, il y a des réformes au niveau du secteur bancaire qu'il faut réfléchir. On a déjà discuté sur ce plateau la possibilité d'enlever, de retirer de la Banque centrale l'autorité de l'émission de la monnaie et d'installer un bureau d'émission. On en a parlé et même, on a même évoqué la possibilité des réformes au niveau des lois fiscales, au niveau des lois sur les corporations, pour permettre que les entreprises du pays soient libérées du carcan antique que nous avons aujourd'hui qui gère la formation des entreprises, qui gère l'accès aux capitaux, qui empêche, si vous voulez, l'émancipation de l'entrepreneuriat et l'éclosion de l'entrepreneuriat en Haïti. Parce que ceci ne peut pas se faire avec les lois que nous avons aujourd'hui. Il faut des réformes. Il faut des réformes qui peuvent attaquer le problème à sa base et qui permettent, vous voulez, que la croissance économique trouve une base à partir de laquelle elle peut se mettre debout. C'est vraiment là, c'est à partir de là qu'on commence à réfléchir sur le futur. Parce que là, comme nous le faisons maintenant, on fait du surplace. C'est pas, je ne pense pas que c'est ce qu'il nous faut. Bon, sur votre plateau, je vais faire cette prédiction. J'ai vu les décisions qui ont été prises en Dominicanie et qui sont prévues pour les années à venir en Dominicanie. Je vous garantis qu'avant la fin du mandat de du président dominicain d'aujourd'hui, la Dominicanie aura connu un taux de croissance de 10 à 20% avant la fin de son mandat. Pourquoi? Parce que les décisions qui sont prises sont des décisions structurantes, sont des décisions qui projettent le futur, qui saisissent le futur et qui prennent le futur en considération. Donc, et je pense que on a besoin de faire de même en Haïti. On ne peut pas rester collé dans les livres des années 60. On a besoin d'aller au-delà des années 60. On a besoin de regarder 2040, 2050. On a besoin de penser au futur, de saisir le futur. J'ai eu à intervenir à deux à trois reprises ailleurs où j'ai évoqué la notion de l'énergie nucléaire en Haïti. J'ai eu à évoquer la notion de l'exploitation de nos mines d'or. J'ai eu à évoquer l'exploitation de nos carrières. Parce qu'en fait, Haïti n'est pas un pays isolé. Nous sommes dans la zone CARICOM. Nous représentons le plus grand marché de la zone CARICOM. Et tous les pays de la Caraïbe visent Haïti comme marché. Mais pourquoi pas de faire de même en retour? Parce qu'il y a certains pays dans la Caraïbe, dans la région des Caraïbes, qui n'ont pas assez de foncier pour produire de quoi se nourrir. Mais on peut remplir ce gap. Mais moi, ça ne veut pas dire que je suis un homme de l'agriculture, je suis plutôt un homme de l'industrie. Je crois fermement en l'industrie, que ce soit une industrie légère ou l'industrie lourde. Mais il faut que le pays embrasse le futur. Et le futur peut s'embrasser à travers l'industrie, à travers les entreprises, à travers la technologie. Et l'agriculture, si vous voulez faire l'agriculture, allons parler de l'agro-industrie. Il faut sortir de ce débat où le gars se serve encore des instruments des années de 1800, de 1900. Il faut changer tout ça. C'est la réflexion qu'il faut changer. Très bien. Alors, sans vous influencer par rapport à vos prévisions pour la dominicaine, moi je dirais une croissance à 2 chiffres. Parce que quand même, il y a aujourd'hui Covid qui a remis en question, je dirais, toutes les prévisions en termes économiques.
Mais ce n'est pas le Covid, parce que le Covid, quand même, ce sont les décisions qui vont être prises, qui vont occasionner cette croissance. Croissance à 2 chiffres. À 2 chiffres. Maintenant, Qu'on le dise ainsi. Covid, il faut dire que Covid simplement pose un retard dans l'évolution des choses. Mais ça ne va pas interrompre, parce qu'en fait, ce n'est pas la première fois que nous avons eu des épidémies. Mais on a toujours pu les surmonter. Mais parce que là, aujourd'hui, dans les 6 prochains mois, je dirais, dans les 9 prochains mois, on aura déjà trouvé les vaccins qui correspondent et qui peuvent alléger la propagation de Covid. Mais il ne faut pas que Covid soit un frein. C'est plutôt l'opportunité que ça offre. Mais on ne peut pas nier non plus on est de Covid. On est d'accord. Donc, merci pour votre intervention. Alors, encore une fois, et comme vous l'avez bien signalé, la volatilité du change a un volet conjoncturel, mais qui a aussi des effets pervers. Ceci impacte le comportement des agents économiques, dont certains peuvent faire le retrait du marché. Et ceci peut expliquer également la chute du dollar par rapport à la gourde. Donc, on prend une pause et on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 420e édition de la série hebdomadaire sur Radio Guinée, OCPA Magazine. Série qui a pour thème Finances, budget et marché des valeurs mobilières. Notre invité, M. William Savary. La première partie est consacrée à la compréhension de la volatilité du change, de la dépréciation du dollar par rapport à la gourde alors. La dépréciation. Du dollar par rapport à la gourde. Donc, pendant quelques jours, il y a plus de 20 points de perdus. De gagner. Alors, c'est un fait conjoncturel et M. Savary vous a expliqué les mécanismes de gestion en termes de monnaie, l'interaction entre plusieurs monnaies et enfin, il a fait état des mesures structurelles permettant de stabiliser, de régler ce problème définitivement. La seconde partie de l'émission sera consacrée aux obligations du Trésor. Nous rappelons encore une fois qu'à travers le budget de l'exercice 2019-2020, l'État prévoit, entre autres modes de financement du budget, les bons du Trésor. Donc, dès qu'on parle de bons du Trésor, ça veut dire que l'État, en tant qu'agent économique, sollicite de l'argent d'autres agents, qui peuvent être des entrepreneurs, qui peuvent être des épargnants, etc. Et ceci représente un volet de la politique monétaire du gouvernement. Donc, dans ce budget 2019-2020, eh bien, l'État s'attend à recevoir 25 millions de gourdes pour financer les dépenses publiques. Donc, M. Savary, puisque vous êtes attaché
au marché des valeurs mobilières et que nous parlons de bons du Trésor, qui est un produit des valeurs mobilières, pouvez-vous situer pour nous l'impact de ce produit, son mécanisme de mise en place, ses effets aussi sur le comportement des agents économiques? Bon, il faut commencer par le commencement. Très bien. C'est ce qu'on dit souvent. Parce qu'en général, il faut comprendre les bons du Trésor comme un mécanisme de la politique fiscale d'un gouvernement. Et qu'à travers ce mécanisme, le gouvernement fait du piquet de vent. Hein. En football, il y a cette expression où le gouvernement, d'abord, essaie de recueillir des fonds que le gouvernement aura à récupérer dans 5 mois, dans 1 an. Hein? Donc, avec le mécanisme des bons du Trésor, c'est un instrument, un produit financier de la trésorerie ou du budget de la trésorerie, où le gouvernement vend des bons, met des bons à la disponibilité du marché des grands investisseurs. Par exemple, les cibles sont souvent les banques commerciales et la banque centrale. J'avais proposé au ministre Décembre, je crois, que je pouvais mettre en place une structure pour élargir l'accès aux bons du Trésor et permettre à ce que le gouvernement puisse rentrer beaucoup plus de capitaux et dans le processus, le fait que j'aurais augmenté la demande, j'aurais aussi, le fait que la demande aurait été augmentée, causé une chute dans le taux d'intérêt que le gouvernement a à payer sur les bons du Trésor. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait, je pense que les bons du Trésor se vendent par adjudication. Et les grands bailleurs, ce sont, comme je viens de le dire, ce sont les grandes banques de la place. Et il y a la Banque centrale qui, à travers le processus de la monétisation du budget, qui prennent une grande partie de ces bons-là. Mais fondamentalement, c'est un instrument financier qui permet à l'État d'avoir accès à des bons aujourd'hui, à des fonds aujourd'hui que l'État aura perçus sur une période dans un horizon plus éloigné. Maintenant, les bons du Trésor, une fois émis, ça permet aussi à l'État d'établir ce qu'on appellerait la barème, si vous voulez, le interest rate table. Parce que les bons qui sont offerts à court terme et les bons qui sont offerts à moyen terme et à long terme établissent le interest rate curve, la courbe des taux d'intérêt, où on peut déjà savoir les taux d'intérêt qui seront pratiqués sur le marché sur une période déterminée X. Maintenant, les bons du Trésor permettent d'établir ceci. Les bons de Trésor aussi permettent d'établir ce qu'on appelle le taux de l'escompte, qui est aussi fabriqué au niveau de la Banque centrale à travers le discount rate, le taux directeur. Je crois qu'en français, c'est ça la traduction. Le discount rate, qui permet à ce que à l'adjudication, il y a des bids qui se placent où les gens, où le taux d'intérêt que les gens accepteraient sur leur placement, ils placent les bids et si le gouvernement accepte de payer ce taux d'intérêt, le gouvernement octroie à la personne qui aurait bidé un paquet de bons qui représenterait le placement de la personne en échange du placement. En contrepartie, le gouvernement accepterait de payer les intérêts à maturité. Donc, c'est ce mécanisme vraiment en général qui est utilisé et je souhaite que c'est la même chose en Haïti. Alors, il ne faut pas oublier que ma formation professionnelle a été faite aux États-Unis, donc le mécanisme, je les maîtrise selon le marché international, le marché américain. En Haïti, il y a beaucoup de choses qui sont très particulières à Haïti, donc il y a des choses qui se font légèrement différemment, mais grosso modo, l'idée, c'est vraiment ça. Hein? Parfait. Monsieur Savary, en termes clairs, l'État a besoin d'argent et l'État dit, placez votre argent pour 3, 6,
6 mois, 12 mois, etc. Et à l'expiration de cette période-là, donc, vous aurez des intérêts de X%. C'est-à-dire, en contrepartie de l'argent que vous avancez, l'État vous donne un certificat qu'on appelle le bon. Son mot sur papier au coup de mort. Et ça veut dire, en pareil cas-là, il faut une certaine confiance entre les agents, entre les opérateurs. Ça veut dire, on est certain qu'à la date de séance, de maturité, eh bien, le bon sera payé. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Alors, M. Savary, est-ce que ce mécanisme ne pourrait pas être étendu en plus large public de façon à faciliter, je dirais, plus d'épargnants? Pour le moment, les deux plus grands acheteurs des bons du Trésor américain, ce sont les banques, c'est la BRH et les banques de la place. Maintenant, j'aurais souhaité que, par exemple, les compagnies d'assurance, j'aurais souhaité que ONA, les institutions où il y a où l'épargne est captée, puissent être participées dans ce processus. Mais la plus grande innovation, et c'est ce que je dis tantôt, qu'il faut penser en dehors de la boîte, il faut penser à autre chose, il faut penser différemment, parce que le plus grand marché qui vraiment devrait accéder à ces bons du Trésor, c'est le marché du public. C'est la classe moyenne, ce sont les gens de la diaspora. Donc, il y a vraiment tout un marché que l'État n'exploite pas. Et que j'avais proposé au ministre Décembre que je mette en place une structure qui leur permettrait de le faire. Bon, on a entamé la discussion, mais ça n'a pas duré parce qu'on a dû le remplacer. Mais sans ça, l'État ne va pas pouvoir, par exemple, contrôler le taux d'intérêt. Par exemple, à l'adjudication, ce sont les grands acheteurs qui déterminent quel serait le taux d'intérêt. Alors que si le portefeuille, si accès aux obligations est ouvert, maintenant il y a beaucoup plus de compétition sur la demande, les taux d'intérêt seront obligés de chuter. Et si les taux d'intérêt chutent, ça coûte beaucoup moins cher au Trésor public d'émettre des obligations. Ouais. Oui, alors vous avez parlé de l'adjudication, est-ce que vous pouvez permettre au public de comprendre aussi le mécanisme? Oui, bon, mais l'adjudication, c'est quoi? C'est vraiment, l'État veut vendre, par exemple, 1000 gouttes de bons. Maintenant, si je veux recevoir 10% sur mes 1000 gouttes, je vais placer un bid pour acheter un bon à 900 gouttes. Donc, j'aurais gagné 10 gouttes. Donc, ces 10 gouttes représentent 10% sur mes 1000 gouttes. Mais représenterait un taux d'intérêt beaucoup plus élevé sur les 900 gouttes que j'aurais versé à l'État. Okay? Donc, c'est vraiment ça l'adjudication. C'est vraiment un taux d'escompte de l'instrument financier. C'est escompter l'instrument financier. Enlever quelque chose du prix, de la valeur faciale, l'acheter à un discount et à maturité, le prix qu'on avait, le bon qu'on avait acheté à un discount arrive à maturité à la valeur faciale. C'est vraiment l'entrejeu entre la valeur escomptée et la valeur faciale. Donc l'écart qui existe entre la valeur escomptée et la valeur faciale devient le taux d'intérêt. Donc à ce niveau, l'État n'a pas vraiment un taux d'intérêt à verser tous les 3 mois ou tous les mois ou tous les ans, mais c'est plutôt au moment de maturité, l'obligation arrive à maturité et du montant escompté à la valeur faciale. Donc, autrement dit, c'est comme si la chose vaudra 1000 gouttes, mais aujourd'hui, j'offre pour cette même chose 900 gouttes. 900 gouttes. Donc, s'il y a plusieurs opérateurs, plusieurs personnes en compétition, en concurrence, c'est-à-dire la meilleure offre sera acceptée. Oui, c'est ça. Maintenant, aussi, il y a ce qu'on appelle l'offre l'offre la moins disante. L'offre la moins disante. C'est ça. Donc, pour permettre, et ça permet au gouvernement de garder un taux d'intérêt plus bas. Oui. Plus il y a plus d'offres. Donc, c'est pourquoi vous pensez que ouvrir ce marché à plus d'opérateurs ferait l'affaire de l'État. Absolument. Très bien. Absolument. Mais alors, ceci voudrait dire également qu'il y a aussi des mécanismes juridiques à mettre en place, etc. Bon, les mécanismes juridiques existent déjà parce qu'il y a M. Vandal qui a écrit le livre Code du commerce. À l'intérieur du Code du commerce, tout le mécanisme juridique dont nous avons besoin dans le pays existe déjà. La question, c'est que les gens font de ces activités des activités
mystique ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment ce sont des opérations très simples. Ce sont des opérations qui peuvent se réaliser dans le cadre juridique qui existe déjà dans le pays. On n'a pas à réinventer là-haut. Hein? Mais la question, c'est la volonté de le faire et le savoir-faire aussi, bien sûr. Très bien. Alors, selon vous, puisque dans ce budget 2019-2020, l'État prévoit 25 millions d'euros, ça voudrait dire, selon vous, on pourrait même espérer beaucoup plus en élargissant la masse des opérateurs. Oui, 25 millions d'euros, c'est rien, c'est vraiment une voiture de luxe. Vous comprenez? C'est vraiment... Il faut... Non, 25 milliards d'euros. Ah, 25 millions d'euros. Désolé. Ça fait 250 millions de dollars. 25 milliards d'euros. 250 millions de dollars, ça représente un mois de transfert de la diaspora. Vous comprenez? Donc ça vous fait quoi? 20 dollars par haïtien. Il faut réfléchir autrement. Il faut être capable de réfléchir. Bon, je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Et je souhaite que vous tous qui nous écoutez aujourd'hui, qui nous regardez, vous allez payer attention à ceci. Vous parlez d'un budget national où l'État a un budget de 20 dollars par tête, per capita, par citoyen. Okay? Maintenant, je dois vous dire que la Digicel a émis des obligations de l'ordre de 7 milliards de dollars sur les revenus que la Digicel gagne en Haïti. Ça vous fait à peu près 700 dollars par client de la Digicel. Vous comprenez ce que ça veut dire? La Digicel se sert des revenus que la Digicel gagne en Haïti comme levier pour lever sur le marché international des capitaux de l'ordre de 7 milliards. Et vous me parlez de 250 millions de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut aller au-delà de ces réflexions. Il faut vouloir atteindre le sommet. Donc, je suis désolé. Vous êtes en train de dire que l'État est trop conservateur dans ce domaine. Le pays est trop conservateur. Ce n'est pas l'État, le pays. On ne peut pas avoir l'attitude que les débits ne peuvent pas tout le temps responsable égal au crédit. Il faut aller au-delà de cette réflexion. Il faut travailler, créer la fortune, créer la prospérité et donner aux comptables et aux auditeurs le soin d'auditer et de s'assurer qu'on n'a pas volé le trésor public. Très bien. Donc, alors, quels seraient vos conseils dans le cadre du prochain budget en préparation maintenant? Ah non, il faut être à payer. C'est-à-dire, faudrait-il augmenter, je dirais, le seuil des ressources pour en provenir des bons du trésor? Non, selon moi, c'est le budget d'investissement qui est le plus important dans le pays. Le budget de fonctionnement, il est là, on reçoit les subventions, mais le budget le plus important de ce pays, c'est le budget d'investissement. Qu'est-ce que nous allons faire? Dans quoi nous allons investir? Quelles sont les filiales des secteurs économiques dans lesquels nous allons nous focaliser pour occasionner la croissance économique dans le pays? Je crois que c'est ça. C'est le débat le plus important de l'heure. Hein? Il faut sortir de ce débat, des carcans des années 60. Il faut embrasser le futur. Il faut oser. Très bien. Alors, je vous dis, en passant que, selon le Fonds monétaire international, les États doivent dépenser de l'argent. Il faut investir. Il faut investir. Et pas dépenser. Mais ici, ils disent dépenser, je comprends, mais je pense qu'ils veulent dire investir. Il faut investir dans les ressources humaines, il faut investir dans les entreprises, il faut investir dans les industries, il faut renforcer les industries qui existent, leur donner le crédit qu'il leur faut, les encourager à chercher ailleurs, à étendre leur marché. Il faut tout ça. On ne peut pas... Il faut sortir des carcans des années 60, carrément. Quel est le mot de la fin alors? Le mot de la fin? Tous ces manches pour nous, on a le travail fait payer nos marchés. Très bien. Et comment? Il faut me payer pour ça. Mais non, alors je comprends. Non, je dis comment, pas dire comment c'est faire à cette mise en commun pour que chaque opérateur apporte son coût, apporte sa contribution. Non. Et aussi, il faut également des politiques publiques qui inspirent confiance. Non, l'élément fondamental, c'est qu'il faut aussi la stabilité politique. Mais je ne pense même pas qu'il faut cette mise en commun. Hein? Parce que vraiment, si on veut adopter un système, faire partie du système capitaliste mondial, okay? Donc c'est un système où vraiment ce qu'il faut, c'est vraiment le renforcement des capacités, l'habilité de produire à un coût compétitif et de conquérir le marché.
Mais on n'a pas besoin de tout le pays pour le faire. On a besoin de certaines entreprises clés, de certains entrepreneurs clés. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment créer les conditions qui permettent à ce que ces entrepreneurs puissent émerger. C'est vraiment là qu'il faut. Donc, il faut prendre les mesures et les politiques publiques qui inspirent confiance, qui permettent à ce que les entreprises qui sont sur place, qu'il faut les renforcer, que les gars qui sont à la tête de leur entreprise trouvent le crédit nécessaire pour étendre leur production, conquérir des marchés. C'est vraiment là la question. Je ne pense pas que l'union fait la force est applicable. L'union fait la force est applicable lorsqu'il s'agit de questions doctrinales, questions de souveraineté nationale. Mais lorsqu'il s'agit de la croissance économique, si on veut rester, j'ai bien dit, si on veut adopter le modèle du capitalisme, bon, il faut passer autrement. Maintenant, si on veut avoir un État bon papa, un État qui intervient, un État comme un capitalisme d'État. Donc là, la fonction de l'État devient une autre fonction. Donc on doit être clair sur quel type d'État que nous voulons, quel pays que nous voulons et comment nous voulons être gouvernés. Bref, en un mot, il faut un plan stratégique pour Haïti. Et c'est ce qui permettra de voir le futur et aussi aux agents économiques de pouvoir se positionner. Et bon, c'est la planche de salut. Bon, maintenant, un plan stratégique, oui, peut-être, mais je ne crois pas. Je n'y crois pas. Je pense plutôt qu'il faut les mesures qui inspirent confiance. Et les entrepreneurs, eux autres, ils vont s'engager. Ils vont se manifester. Est-ce que, par exemple, si je vous prends, par exemple, vous avez votre boîte de consultation, de firme de gestion. Est-ce que ça fait partie d'un plan stratégique national? Non. Mais vous avez un plan stratégique, vous avez un plan, vous savez comment vous gérez votre affaire, comment vous gérez votre boîte, vous savez que vous devez avoir des clients régulièrement, vous devez fournir les services à votre clientèle, vous devez délivrer le service. L'État n'a rien à voir avec. La responsabilité que vous avez envers l'État, c'est de fournir les services. Vous avez une obligation envers vos clients et envers l'État, vous avez à verser vos impôts là qui vous sont dus. Mais vous n'avez rien d'autre avec l'État. Mais cependant, le plan stratégique permet à tout un chacun de se positionner, de voir l'avenir. Parce que quand même, le plus grand agent économique reste de l'État en tant que régulateur. Et les mesures seront prises aussi dans le cadre d'un plan qui est à la condition de tous et qui est aussi adopté par le commun des mortels. Donc je pense que c'est là tout le débat et ce qui permettra normalement à l'État de jouer le régulateur et aux différents agents économiques d'apporter leur contribution et de pouvoir aussi se positionner. Maintenant, si vous voulez avoir un plan stratégique, il faut accorder un pouvoir extraordinaire au ministère du Plan. C'est le ministère du Plan qui devrait en fait être porteur de ce plan stratégique. Okay. On avait dans le passé oui, mais on l'avait dans le plan. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont donné comme résultat? La question, est-ce qu'ils ont été performants? Quels ont été les résultats sur une période de temps? C'est vraiment là la question. Maintenant, et si ceci devait fonctionner bien, on n'aurait pas changé les missions. Vous comprenez? Donc il faut... Et la réflexion est immense, c'est une boîte de Pandore qu'on a ouverte. Très bien. Mais il y a tout chacun à son mot à dire, mais pour qu'on puisse aboutir à un résultat, à des résultats ou des réflexions sur lesquelles tout le monde se mette d'accord pour aller de l'avant. Mais il faut éviter de mettre des structures en place qui vont nous faire perdre notre temps. Très bien. Donc, c'est un dernier mot. Donc, vous êtes pour des mesures structurelles, vous êtes pour l'utilisation des valeurs mobilières accessibles à tous, de manière à ce que l'État, dans l'émission des bons du Trésor, puisse avoir plus d'argent et créer la confiance pour tous. Et réduire le coût de l'émission. Très bien. Ainsi s'achève la 420e édition. Nous vous disons un grand merci. Et à M. Savary, notre invité, nous disons à bientôt et du courage. Thank you. Merci.